Dans les podcasts précédents, nous avons décrit le comportement physique des poutres et nous avons, en tout premier lieu, nous devons introduire la notion d'élancement des poteaux. En effet, selon leur élancement, on peut diviser les poteaux en deux catégories, les poteaux courts et les poteaux longs. Donc, on a représenté ici schématiquement une vue en élévation d'un poteau court et d'un poteau long à droite de l'écran. Donc, on constate que l'élancement est défini comme le rapport entre la longueur du poteau, qu'on a représenté ici par L, et sa largeur D. Dans ce contexte, les poteaux courts sont dits trapus et caractérisés par un faible rapport L sur D. À l'inverse, les poteaux longs sont dits élancés et caractérisés par un rapport L sur D élevé. Ces deux types de poteaux ont des modes de rupture différents et dans les bâtiments, la très grande majorité des poteaux entrent dans la catégorie des poteaux longs. À l'écran ici, on a illustré ces deux types de poteaux. Donc, l'illustration de gauche nous donne un exemple d'un poteau court, c'est-à-dire un poteau où le rapport entre la longueur du poteau et sa largeur est petit. Et l'illustration de droite nous montre à l'inverse un exemple de poteau long, c'est-à-dire un poteau où le rapport entre la longueur du poteau et sa largeur est élevé. Considérons tout d'abord le comportement des poteaux courts. Pour ce type de poteau, la rupture survient lorsque la contrainte de compression imposée au matériau excède la contrainte admissible dans ce matériau. Donc, on a représenté ici à droite de l'écran un poteau qui subit un effort de compression P, et on a l'aire de section du poteau qui est représentée par la lettre A et qui est représentée par la surface en jaune ici sur l'illustration. Donc, dans ce cas-là, la force de rupture, P indice R, est obtenue simplement avec la relation suivante. On a P indice R, la résistance en compression du poteau, qui est égale à phi fois la contrainte admissible fois l'aire de section. Donc, dans ce cas-là, on a phi qui est égal au coefficient de tenue. Donc, c'est égal à 0,9 pour l'acier, 0,9 pour le bois, 0,6 pour le béton. La contrainte admissible, c'est la contrainte maximale qui est admissible dans le matériau. Donc, c'est égal à 350 MPa pour l'acier de charpente utilisé couramment, à 30,2 MPa pour le bois lamelé collé, aussi pour l'essence de bois qui est utilisée le plus couramment au Québec, et c'est égal à une valeur qui varie entre 20 à 40 MPa pour le béton. Dans ce cas-là, A représente l'aire de la section de poteau, donc comme je le disais, c'est l'aire qui est représentée en jaune à l'écran. Passons maintenant au cas des poteaux longs. Pour comprendre le comportement des poteaux longs, il faut décrire un phénomène physique qu'on appelle le flambement. En effet, lorsqu'un poteau est long, on va toujours avoir de petits défauts de rectitude et d'alignement qui font en sorte que le poteau n'est jamais parfaitement droit ou vertical. Donc, sur l'illustration, ici, au centre de l'écran, on voit un défaut d'alignement. Un défaut d'alignement, ça signifie que le poteau n'est pas parfaitement vertical, mais qu'il est un peu incliné par rapport à l'axe vertical. Et l'illustration à la droite complètement de l'écran nous montre un défaut de rectitude. Un défaut de rectitude, ça signifie que notre poteau n'est pas parfaitement droit, n'est pas parfaitement rectiligne, mais a une certaine courbure qui fait que notre poteau ne sera pas parfaitement dans l'axe de la charge. Donc, ces deux défauts-là, les défauts d'alignement et les défauts de rectitude, qui sont inévitables dans les structures, font en sorte que la charge P va être excentrée par rapport au centre du poteau, ce qui va provoquer un moment de flexion interne M. Ce moment de flexion interne M est égal à notre charge P fois son bras de levier. Dans ce cas-là, son bras de levier, on l'a représenté par la lettre E à l'écran, si vous regardez sur les illustrations. Donc, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Donc, c'est la distance entre l'axe vertical et le profil du poteau. Donc, comme notre poteau n'est pas parfait, on a toujours une certaine excentricité qui est petite, qui habituellement s'exprime en millimètres, mais qui existe. Donc, dans ce cas-là, notre poteau va être soumis non seulement à un effort de compression P, mais également un effort de flexion, un moment de flexion M, qui va être égal à P fois E, la charge, fois son excentricité. Le moment de flexion M, qui est imposé au poteau, provoque une déformation additionnelle du poteau, qui a pour effet d'accroître l'excentricité de la charge E, ce qui à son tour fait augmenter le moment de flexion interne N, parce qu'on a augmenté l'excentricité. Donc, comme on a augmenté le moment de flexion interne M, ça crée une déformation additionnelle du poteau qui a pour effet d'accroître encore l'excentricité de la charge à valeur de E,
comme on a augmenté l'excentricité de la charge, ben on fait augmenter le moment de flexion M, etc. Donc, on s'aperçoit qu'on a un phénomène là où on a des déformations comme ça qui s'additionnent. Donc, il existe deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, si la charge imposée au poteau, la charge P, demeure en deçà d'une charge limite, qu'on va appeler la charge critique d'Euler et qu'on va représenter par le symbole P indice CR, la déformation du poteau finit par se stabiliser. C'est-à-dire que si on écrit déformation du poteau, on a une sommation de plusieurs termes, mais cette sommation-là va tendre vers une valeur fixe et connue. En revanche, le deuxième cas de figure, c'est lorsque la charge imposée au poteau va excéder la charge critique d'Euler. La déformation augmente constamment et en fait va augmenter jusqu'à provoquer une rupture soudaine et brutale du poteau. C'est le phénomène de flambement. Pour bien comprendre le phénomène de flambement, je vous suggère de réaliser une expérience qui est très simple, mais qui est en même temps très convaincante. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous prendre une canette en aluminium, une canette de boisson, et comme vous voyez à l'écran, si vous montez sur la canette, vous apercevez qu'à condition que vous soyez quand même correctement aligné à peu près vertical sur la canette peut très bien supporter votre poids sans problème. Hein, donc, une fois que vous êtes sur la canette, que votre poids est appliqué sur la canette, si vous prenez un bâton et que vous venez donner un petit coup horizontal sur la canette, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une déformation horizontale, donc vous allez générer une excentricité E, comme on voyait précédemment. Puis ça va faire en sorte que si cette excentricité-là dépasse une valeur limite, ce qui va être le cas si vous tapez dessus, ben, vous allez provoquer le phénomène de flambement. Donc, vous allez, sous l'effet du flambement, ben, votre canette va s'écraser complètement, comme on voit ici à l'écran, là, c'est la canette après le flambement. Donc, en l'espace d'une fraction de seconde, votre canette va être complètement écrasée. Donc, on constate que ce type de rupture-là, c'est une rupture par flambement. Et comme vous allez le voir, c'est vraiment une rupture qui est très brutale, qui se fait vraiment en une fraction de seconde. Donc, ça illustre bien le phénomène de flambement qu'on va observer dans les poteaux dans nos structures. À l'écran ici, on voit une photographie qui nous montre un exemple d'une rupture par flambement d'un poteau en acier. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le poteau en acier après la rupture par flambement. Donc, on voit que le poteau est complètement déformé. On voit que le poteau a subi une très grande déformation latérale et que ça a amené l'effondrement total du poteau et du mur. Donc, ce type de rupture est très caractéristique des ruptures par flambement. Les photos qui sont reproduites ici à l'écran donnent d'autres exemples de ruptures par flambement de poteaux en acier. Donc, on a l'illustration de gauche, on voit que c'est dans une vraie structure. On voit le poteau en acier en rouge, là, qui a subi une rupture par flambement. Dans ce cas-là, on voit que c'est vraiment le mur de béton avec les barres d'armature qui a retenu le poteau, puis qui l'a empêché de se déplacer latéralement, là, qui a empêché l'effondrement total de la structure. En haut à droite, vous avez un exemple d'un profilé en acier qui est soumis à un essai de compression laboratoire. Si on voit que sous l'effort de compression, la paroi du poteau a flambé. On a eu une déformation latérale là, importante du poteau. En bas à droite, on a un poteau tubulaire qui a aussi été soumis à un effort de compression, un essai de compression. Donc, on voit à droite le profilé avant la rupture et à gauche le profilé après la rupture. Donc, c'est un peu comme notre canette là, en aluminium. On voit que sous l'effet du flambement, notre poteau a subi une rupture, puis c'est complètement écrasé sous l'effet de la charge externe. Et comme je le mentionnais précédemment, ce phénomène-là se produit très rapidement de façon brutale. À l'écran, on voit maintenant d'autres exemples de rupture par flambement, mais dans ce cas-là pour des poteaux en béton. Donc on voit bien dans le poteau de gauche, on voit que le poteau a cédé par flambement, donc le béton a été complètement pulvérisé. Et ce qui nous reste, c'est les barres d'armature qu'on voit, les barres longitudinales qui ont été aussi déformées dans la direction horizontale, qui ont été complètement déformées et qui retiennent en fait les morceaux de béton. On a une illustration similaire si vous regardez en haut à droite.
vous avez un pilier là, d'un viaduc en béton qui a aussi subi une rupture par flambement. Dans ce cas-là, c'est suite à un tremblement de terre. Donc encore là, on voit que le béton est complètement désintégré et que c'est les barres d'armature longitudinales qui se sont déformées et qui retiennent en fait les petits morceaux de béton ensemble. Et en bas à droite, on voit aussi un autre exemple de rupture par flambement d'un poteau obtenu en laboratoire. Donc on voit dans ce cas-là, les barres d'armature longitudinales n'étaient pas suffisantes pour retenir les morceaux du béton. Donc on voit que le béton est complètement détruit suite à la rupture. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la charge critique d'Euler, P indice CR, est égale à la charge au-delà de laquelle le phénomène de flambement va se produire. Donc, cette charge critique peut être calculée en considérant un poteau qui serait rotulé à ses deux extrémités et retenu latéralement. C'est ce qu'on a illustré ici à droite de l'écran. Donc, on a un poteau rotulé aux deux extrémités et qui ne peut pas bouger latéralement. Donc, sous l'effet de la charge de compression, notre poteau va se déformer latéralement et il va adopter un profil comme celui qui est indiqué. Là, notre poteau va subir une certaine courbure par rapport à l'axe vertical. Donc, mathématiquement, on pourrait calculer que dans ce cas-là, la charge critique d'Euler, P indice CR, est égale à pi carré fois EI divisé par L au carré, où E représente le module élastique du matériau, I est égal au moment d'inertie de la section du poteau, et L est égal à la longueur du poteau. La contrainte de compression qui est imposée au matériau au moment du flambement, qu'on va appeler sigma indice CR, peut aussi être obtenue en divisant la charge critique, P indice CR, par l'aire de la section du poteau A. Donc, en réarrangeant les termes, on va obtenir finalement que la contrainte critique au-delà de laquelle le phénomène de flambement va survenir va être égale à pi carré fois E divisé par L sur R au carré. Dans ce cas-là, on a E qui est toujours égal au module élastique du matériau et on a R qui est égal à la racine carrée du moment d'inertie divisé par l'aire de la section. Donc, cette propriété physique-là, on va appeler ça le rayon de gyration de la section. C'est une propriété géométrique de la section qui dépend uniquement de la forme de la section. Et on a L divisé par R qu'on va appeler l'élancement du poteau. Donc, comme je le mentionnais, plus la valeur de L sur R va être élevée, plus le poteau va être élancé, c'est-à-dire plus il va être long par rapport à sa largeur. Nous avons reproduit ici à l'écran une figure qui montre de façon schématique le comportement des poteaux en traçant le rapport entre la résistance à la compression du poteau, P indice R, c'est-à-dire la charge maximale que le poteau peut supporter, en fonction de son élancement, là, L sur R. Donc, si on regarde ça, on a le comportement qui suit la ligne rouge. Donc, on voit, comme on mentionnait, qu'on peut différencier deux types de poteaux. Dans le cas des poteaux courts, c'est-à-dire les poteaux dont l'élancement est situé à gauche de la ligne pointillée, on a la résistance à la compression qui est obtenue qu'on atteint la résistance du matériau et notre résistance à ce moment-là est constante quel que soit l'élancement. Pour les poteaux dits longs, c'est-à-dire pour les poteaux dont l'élancement se trouve à droite de la ligne pointillée bleue à l'écran, on voit que notre résistance à la compression va diminuer avec l'augmentation des lancements et on va suivre une courbe descendante qui suit une forme exponentielle. Pour les élancements très élevés, on a en fait la résistance du poteau qui va être égale à la charge critique d'Euler qu'on a définie précédemment. On peut voir que dans une certaine zone intermédiaire, pour des poteaux dont l'élancement serait situé à gauche de la ligne bleue pointillée, mais qui en serait pas très éloigné, on ne suit pas tout à fait de la charge critique d'Euler. Notre courbe s'incline un peu pour des raisons physiques plus complexes que nous n'allons pas aborder ici. Mais disons, grosso modo, on peut voir que pour les poteaux courts, la résistance à compression est constante et fonction de la résistance du matériau. Et pour les poteaux longs, la résistance va diminuer rapidement
avec l'augmentation de l'élancement. Et dans ce cas-là, la résistance n'est pas gouvernée par la résistance du matériau, elle est gouvernée par le phénomène de flambement qui est lié à la rigidité du matériau E et à ses propriétés géométriques, c'est-à-dire l'élancement L sur R. À cette étape-ci, nous devons introduire un nouveau paramètre que nous allons appeler le coefficient de retenue K et qui, comme son nom l'indique, est fonction des conditions de retenue aux extrémités du poteau. En effet, lorsque le poteau n'est pas rotulé à ses deux extrémités, comme dans le cas précédent, ou qu'il n'est pas retenu latéralement, la longueur du poteau doit être multipliée par un coefficient de retenue K afin d'obtenir une longueur de flambement équivalente qui prend en compte la déformation du poteau pour différentes conditions de retenue à ses extrémités. On a représenté ça ici graphiquement à l'écran à droite. Donc, vous avez la figure du centre où c'est le cas qu'on a traité précédemment. C'est le cas où on a un poteau qui est rotulé à ses deux extrémités et qui est retenu latéralement, c'est-à-dire que les extrémités du poteau ne peuvent pas se déplacer horizontalement. Donc, on a représenté ici la déformation du poteau, le poteau qui subit une flexion latérale. Et dans ce cas-là, on a vu précédemment qu'on utilisait la longueur du poteau L comme longueur de flambement. Si on regarde maintenant l'illustration de droite, où on a le cas d'un poteau qui serait encastré à sa base, mais qui serait libre à son extrémité supérieure, c'est-à-dire l'extrémité supérieure du poteau peut se déplacer latéralement. Dans ce cas-là, si on applique une charge de compression sur le poteau va se déformer pour adopter un profil comme on voit ici sur l'illustration de droite. Donc, en fait, on voit que la déformation du poteau n'est pas la même que précédemment. Donc, ici, sur l'illustration, j'ai prolongé en pointillé la déformation du poteau et je m'aperçois en fait que si je poursuis la ligne pointillée, mon poteau va avoir la même déformation que si j'avais un poteau qui est rotulé à ses deux extrémités, qui est retenu latéralement, mais qui aurait une longueur 2 fois plus grande. C'est ce qu'on a représenté ici sur l'illustration. Donc, dans ce cas-là, pour le cas de droite, pour le poteau encastré à la base et libre à son extrémité supérieure, ma longueur équivalente, LE, serait égale à 2L. Dans ce cas-là, la valeur de K est égale à 2, ce qui signifie que mon poteau, qui est encastré à la base et libre à son extrémité supérieure, va se comporter de la même façon qu'un poteau identique qui serait 2 fois plus long, mais qui serait rotulé aux deux extrémités et retenu latéralement. Donc, comme l'équation qu'on a définie précédemment pour calculer notre charge critique de flambement était basée sur le cas de base illustré à gauche, là, j'ai un poteau rotulé aux extrémités qui ne peut pas se déplacer latéralement, selon les différentes conditions de retenue du poteau, je vais multiplier la longueur L par un facteur K pour avoir une longueur de flambement équivalente qui va me permettre de calculer la valeur correcte de flambement de mon poteau. À l'écran, nous avons reproduit ici un tableau qui donne les valeurs du coefficient de retenue K pour différentes conditions. Donc, dans la partie gauche du tableau, on a le cas où on n'a aucun déplacement latéral du poteau. Donc, on voit qu'à l'extrême gauche du tableau, on a le cas classique, le cas d'un poteau rotulé à ses deux extrémités, sans déplacement latéral, qui correspond à une valeur de K égale à 1. On a au milieu le cas où on a un poteau qui est rotulé à une de ses extrémités et encastré à l'autre extrémité. Dans ce cas-là, le K est égal à 0,7. Et on a finalement le troisième cas où le poteau est encastré à ses deux extrémités, où la valeur de K est égale à 0,5. Dans la partie droite du tableau, on a les valeurs du coefficient K dans le cas où la tête du poteau peut se déplacer latéralement. Donc, dans le cas où le poteau est encastré à la base et que la tête est mobile, on a une valeur de K qui est égale à 2. Dans le cas où on a le poteau qui est rotulé à la base et qui est encastré à son sommet avec un déplacement latéral possible, on a un K qui est également égal à 2. Et finalement, on a le dernier cas de figure, qui est le cas d'un poteau qui est encastré à ses deux extrémités et où le déplacement latéral est permis, où on a une valeur de K est égale à 1.
Donc, on peut se référer à ce tableau-là pour évaluer la valeur de K à utiliser dans nos... À l'écran ici, nous allons illustrer ça avec différentes conditions de retenue. Donc, on voit un exemple ici, on a une règle là, qui est sollicitée en compression. Dans ce cas-là, on est rotulé aux deux extrémités, on n'a pas de déplacement latéral. Donc, ma valeur de LE est égale à la hauteur de ma règle. Donc, dans ce cas-là, mon K est égal à 1. On a ici sur la deuxième illustration le cas où j'ai toujours pas de déplacement latéral, mais où je serais encastré aux deux extrémités. Hein. On voit l'appariteur là, qui retient la règle pour pas qu'elle puisse tourner aux deux extrémités. Donc, on voit la déformation de la règle ici. La longueur de flanc-main équivalente dans ce cas-là va être plus courte, ça va être égal à LE, ici comme indiqué à l'écran. Et dans ce cas-là, ma valeur de K va être égale à 0,5. Puis finalement, on a un dernier cas où j'aurai un poteau qui est retenu à son centre. Ça va être le cas, par exemple, quand c'est un cas très courant, dans un bâtiment, lorsque j'ai un poteau sur plusieurs étages, mon poteau est retenu latéralement au niveau des planchers, mais la rotation est permise. Donc, dans ce cas-là, on a la forme qu'adopterait le poteau là, quand je le sollicite en compression. Et dans ce cas-là, la longueur de flambement, là, la longueur équivalente de flambement, LE, est égale là, à la distance à la hauteur du poteau entre deux appuis. Comme je le mentionnais, c'est le cas le plus fréquent dans un bâtiment. Dans un bâtiment, ici, la valeur LE correspondrait à la hauteur d'un étage. À l'écran, ici, on a reproduit des photos qui montrent le résultat d'un essai de compression en laboratoire sur une petite structure en bois. Donc, dans ce cas-là, on voit bien la déformation du poteau là, sur l'image de gauche. Donc, on voit bien que le profil de déformation nous montre bien qu'on est dans le cas où on a un poteau qui serait considéré rotulé à ses deux extrémités, mais sans déplacement latéral. Donc, la valeur de K, dans ce cas-là, est égale à 1. Une façon de bien évaluer justement la valeur de K, c'est de visualiser la déformation du poteau, c'est d'essayer d'imaginer comment le poteau se déforme. Ça va nous aider à trouver la valeur de K. D'ailleurs, si on n'est pas sûr de la façon dont le poteau se déforme, lorsqu'on va analyser nos structures avec un logiciel d'analyse de structure, comme le logiciel va nous tracer les déformations, les déformations pour les cas plus complexes vont nous permettre là, de voir visuellement le comportement du poteau et donc de t'aider. Nous avons vu que la valeur du coefficient de retenue K dépend du fait à savoir si le déplacement latéral est permis ou empêché. Donc, une question légitime qui se pose, c'est de savoir comment on fait pour savoir si le déplacement latéral est permis. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que pour les bâtiments courants, on va considérer que le mouvement latéral est permis quand la charpente est contreventée par des cadres rigides. En revanche, ce mouvement va être empêché lorsqu'on utilise des contreventements en treillis ou des murs de refend. Donc, sur l'illustration ici à droite, on voit à gauche, dans le cas où on a un contreventement en treillis, ou ça pourrait être aussi des murs de refend. Donc, comme c'est un système de contreventement très rigide, on considère que le déplacement latéral est à peu près nul. Donc, on va considérer que le déplacement latéral est empêché. Par contre, dans le cas où on va utiliser des cadres rigides, ce qui correspond à l'illustration de droite, on a ici la ligne pointillée rouge, là, amplifier les déformations de notre cadre. Donc, dans ce cas-là, on va avoir des déformations beaucoup plus importantes et on va considérer que le déplacement latéral est permis. Donc, c'est ce qui va nous guider pour choisir la valeur de K appropriée. Comme je l'ai mentionné à la diapositive précédente, pour des cas plus complexes, je vais les analyser avec un logiciel de structure et le logiciel va me tracer la déformation. Donc, à partir de la déformation qui est produite par le logiciel, je vais pouvoir évaluer là, si le déplacement latéral est permis ou pas et trouver la valeur de K appropriée pour calculer la résistance et la compression de mes poteaux. On peut dire un mot sur le cas particulier des arches. En effet, les arches sont des éléments structuraux qui vont être sollicités en compression. À l'écran, on a reproduit schématiquement une arche
avec la déformation, le type de déformation qu'on va observer le plus souvent. Donc, la ligne pointillée bleue représente la déformation de l'arche qu'on va obtenir très souvent. Donc, dans ce cas-là, on va considérer que la longueur équivalente de flambement va être égale à la demi-diagonale de l'arche, comme on voit à l'écran. On va prendre la distance entre un des appuis de l'arche et le sommet de l'arche. Donc, ça va nous donner la longueur équivalente. Dépendamment des conditions de charge, des propriétés géométriques de l'arche, c'est pas nécessairement la valeur exacte, mais disons dans la majorité des cas, on va être près de la réalité. Et pour ce qui nous concerne dans le cours, où on se limite à du dimensionnement préliminaire, on considère que c'est une approximation. Pour bien comprendre le comportement des poteaux, il nous reste à introduire une dernière notion, qui est la notion d'axe fort ou d'axe faible. Une section de poteau, en fait, peut généralement être définie par rapport à deux axes principaux qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Si le rayon de gyration n'est pas le même selon les deux axes, l'axe qui possède le rayon de gyration le plus élevé est appelé axe fort et est représenté par la lettre X, et l'axe qui possède le rayon de gyration le plus faible est appelé axe faible et est représenté par la lettre Y. C'est ce que nous avons illustré ici à l'écran, à droite de l'écran. Donc, on a deux illustrations où on a pris comme exemple un profil en acier en forme de I. Donc, si on regarde l'illustration du haut, si on a une rotation, une rotation par rapport à l'axe X qui est représenté ainsi en haut, donc on a une flexion selon l'axe fort, on voit là, la flexion de notre profilé. Donc, ça, on va considérer que c'est l'axe fort parce que la matière est placée loin du centre, donc notre inertie est grande et notre rayon de gyration est grand. Inversement, si vous regardez l'illustration en bas de l'écran, si notre profilé subit une flexion dans l'autre direction, c'est-à-dire si on a une rotation autour de l'axe YY représenté ici à l'écran, comme la matière est située plus près du centre, ben notre moment d'inertie va être plus faible et notre rayon de gyration va aussi être plus faible. Et donc, je vais avoir une flexion selon l'axe faible, comme c'est illustré en bas. Donc, l'axe fort est toujours l'axe où mon profilé est le plus rigide et l'axe faible est toujours l'axe où mon profilé est le plus flexible. Donc, je m'aperçois que pour mon profilé en forme de I, ici, lorsque je vais vouloir le plier, ben, dépendamment si j'impose une flexion selon l'axe fort ou l'axe faible, mon profilé va être plus ou moins rigide. Donc, encore une fois, l'axe fort est toujours défini par rapport à l'axe qui est le plus rigide et l'axe faible par rapport à l'axe qui est le plus flexible. Cela nous amène à dire que si les conditions de retenue sont les mêmes aux extrémités du poteau, la rigidité du poteau va toujours être moins grande selon l'axe faible. Donc, je vais avoir ma rigidité qui est égale à E fois I indice Y, que selon l'axe fort, E fois I indice X. Et dans ce cas-là, le poteau va toujours flamber selon l'axe faible. Le poteau va toujours flamber selon l'axe où l'élancement est le plus grand. Et dans ce cas-là, l'élancement va être plus grand selon l'axe faible. Donc, si je sollicite mon poteau en compression, mon flambement va survenir selon l'axe. Si les conditions de retenue du poteau ne sont pas les mêmes selon les deux axes principaux, le poteau flambera selon l'axe où l'élancement, c'est-à-dire la valeur de KL sur R, va être le plus élevé. Donc, pour illustrer ça, on a reproduit ici à l'écran un exemple de poteau en forme de I, où le poteau est retenu latéralement à mi-hauteur, mais seulement selon son axe faible. Donc, dans ce cas-là, la longueur de flambement du poteau selon son axe fort est égale à Lx, à la longueur totale du poteau, comme on voit ici à l'écran. Par contre, selon l'axe faible, comme le poteau est retenu à la mi-hauteur, ben la longueur de flambement selon l'axe faible, la valeur qu'on a représentée par L indice Y, est égale à la demi-hauteur du poteau. Donc, dans ce cas-là, il existe deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est lorsque les lancements selon l'axe fort, c'est-à-dire la valeur de Kx fois Lx sur Rx, est plus grand que les lancements selon l'axe faible, c'est-à-dire la valeur de Ky fois Ly sur Ry. Donc, si c'est le cas, si notre élancement est plus grand selon l'axe fort,
notre poteau va flamber selon l'axe A tel que c'est illustré à l'écran. Donc, lorsqu'on va avoir le flambement du poteau, la déformation du poteau, la déformation latérale du poteau va se faire selon l'axe phare. L'autre cas de figure, c'est si la valeur de l'élancement selon l'axe faible, c'est la valeur de KY, LY sur RY, est plus grande que la valeur d'élancement selon l'axe phare, KX, LX sur RX. Donc, dans ce cas-là, si le poteau est plus élancé selon l'axe faible, le flambement va survenir selon l'axe faible. Donc, la déformation du poteau va se faire aussi selon l'axe faible tel que c'est illustré à l'écran. Donc, notre poteau va se déformer pour adopter le profil qui est illustré à l'écran. Donc, dans les cas où, justement, les conditions de retenue ne sont pas les mêmes selon les deux axes principaux, en fait, on doit calculer les lancements selon l'axe phare et selon l'axe faible. Et la rupture va toujours survenir selon l'axe où l'élancement est le plus grand. À l'écran, on a reproduit ici une photographie qui nous montre une rupture par flambement des poteaux dans une structure. Donc, dans ce cas-là, on voit que les poteaux ont une forme de I, mais que selon l'axe faible, on a un mur de blocs de béton qui était construit entre chacun des poteaux, qui fait que le déplacement latéral du poteau est empêché selon l'axe faible. Donc, dans ce cas-là, on voit que quand la rupture est survenue en flambement, le flambement est survenu selon l'axe phare. Si on n'avait pas eu de mur de béton entre les poteaux, le flambement serait survenu selon l'axe faible du poteau et serait survenu aussi à une valeur de charge inférieure, puisque la résistance en compression selon l'axe faible aurait été inférieure à la résistance en compression selon l'axe phare. Donc, c'est un exemple qui montre bien que selon les conditions de retenue, on peut avoir flambement selon l'axe faible ou Dans certains cas, les membrures vont être soumises à des efforts combinés de compression et de flexion. Ces membrures vont alors être appelées des poteaux-poutres, justement parce qu'elles se comportent en partie comme des poteaux et en partie comme des poutres. Ces membrures vont pouvoir résister aux charges qui leur sont appliquées uniquement si la condition suivante est respectée. Donc, si la valeur de PF sur PR plus MF sur MR va être plus petite ou égale à 1. Cette équation, on va l'appeler l'équation d'interaction. Et dans cette équation, la valeur de PF représente l'effort de compression imposé à la membrure par les charges externes. La valeur de PR représente la résistance à la compression de la membrure. Ces charges-là sont exprimées en kN. Et la valeur de MF va être l'effort de flexion imposé à la membrure par les charges externes, alors que MR représente la résistance à la flexion de la membrure. Et ces charges-là sont exprimées en kN/m. Donc, ce que ça signifie, la valeur de PF sur PR, ça nous donne le pourcentage. Si on a, par exemple, PF sur PR qui est égal à 0,6, ça signifie qu'en compression, notre membrure est sollicitée à 60% de sa résistance. De la même façon, si on avait une valeur de MF sur MR, par exemple, qui est égale à 0,4, ça signifie qu'en flexion, cette membrure-là est sollicitée à 40% de sa résistance. Donc, si on additionne les deux valeurs, on veut que notre membrure ne soit pas sollicitée à une valeur supérieure à 100% de sa résistance. Donc, on veut que la sommation de ces deux ratios-là soit plus petit. Maintenant que nous avons décrit le comportement des poteaux soumis à des efforts de compression, nous allons voir très concrètement comment on peut dimensionner très facilement ces poteaux-là en utilisant les outils qui sont mis à notre disposition. Donc, pour dimensionner les poteaux, on va suivre 3 étapes. La première étape, c'est on va calculer la charge de compression maximale qui est imposée au poteau par l'application des charges totales majorées, donc P indice F. Pour les cas simples, on va la calculer, cette charge-là, manuellement. Pour les cas plus complexes, on va utiliser un logiciel de conception structurale qui va nous donner ces valeurs-là. La deuxième étape, c'est on va calculer la longueur équivalente, c'est-à-dire la valeur de KL. Donc, on a besoin de connaître la longueur du poteau, c'est assez simple, et la valeur de K qui dépend des conditions de retenue aux extrémités du poteau. Une fois qu'on a ces valeurs-là,
Pour choisir un profilé, ça va être très simple. On va tout simplement aller dans les salles de sélection qui sont prévues à cet effet et on va choisir un profilé pour lequel la valeur de PR est supérieure ou égale à la valeur de PF. L'utilisation des tables de sélection et pour l'acier et pour le bois fait l'objet d'un prochain podcast. Ici, je voudrais faire une note, c'est que les tables de sélection sont conçues pour donner la résistance du poteau selon l'accès, parce que c'est le cas le plus courant. Donc, si on va dans les tables de sélection, les tables de sélection donnent toujours la résistance du poteau selon l'accès. Si par contre, on souhaite obtenir la résistance du poteau selon l'axe phare, il suffit d'utiliser les tables de sélection, mais avec une longueur équivalente qui va être égale à KL, la longueur équivalente du poteau, divisé par le rapport entre Rx sur Ry, où Rx sur Ry, c'est le ratio des rayons de gyration dans les deux axes principaux. Cette valeur-là est donnée dans la partie inférieure des tables de sélection là, en acier. Finalement, si on ne peut pas utiliser les tables de sélection, par exemple parce que la longueur de notre poteau là, excède la valeur maximale qui est donnée dans les tables, ou bien si on veut concevoir un profilé sur mesure, on peut aussi utiliser les feuilles Excel prévues à cet effet. Donc, il y a une feuille qui s'appelle acier.xls, l'autre qui s'appelle bois.xls. Ces feuilles sont disponibles sur le site du cours. Ce sont les mêmes feuilles qu'on utilisait là, précédemment pour calculer la résistance à la flexion de profilé sur mesure. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés aux poteaux, c'est-à-dire aux membrures qui étaient sollicitées en compression. Il va arriver des cas aussi où nos membrures vont être sollicitées en tension. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on va utiliser des câbles ou des tirants. Donc, on va prendre ici quelques minutes pour voir le comportement des membrures sollicitées en tension et voir comment on peut dimensionner. Les membrures tendues ne sont pas soumises au phénomène de flambement. Contrairement aux efforts de compression, les efforts de tension vont tendre à corriger les défauts de rectitude de la membrure et dans ces conditions, la rupture survient lorsque la contrainte de tension imposée au poteau excède la contrainte admissible du matériau. La force de rupture T indice R va être alors donnée par l'expression suivante. On a T indice R est égal à phi fois la contrainte admissible fois l'air, où phi c'est le coefficient de tenue, donc c'est toujours égal à 0,9 pour l'acier et le bois. La contrainte admissible va être égale à 350 MPa pour l'acier de charpente. Elle va varier entre 1000 et 1800 MPa pour l'acier qui est généralement utilisé dans la fabrication des câbles. Et elle va être égale à 30,2 MPa pour le bois lamelé collé qui est couramment utilisé au Québec. A représente ici l'aire de la section de la membrure. On doit noter aussi que la résistance à la traction du béton est nulle. Donc, dans le cas du béton armé, si on a des éléments sollicités en tension, tous les efforts de tension vont être repris uniquement par les barres d'armature en acier. Le dimensionnement des membrures tendues est très facile à réaliser en deux étapes. La première étape consiste à calculer la charge de tension maximale qui va être imposée à la membrure par l'application des charges externes majorées. Donc, c'est ce qu'on va appeler T indice F. La deuxième étape, une fois qu'on connaît l'effort maximal de tension de notre membrure, on va utiliser l'une des deux options suivantes. La première, c'est puisque l'on sait que la résistance à la traction de notre membrure, T indice R, c'est égal à phi fois la contrainte admissible fois l'aire de la section, et qu'on veut que ça soit supérieur ou égal à T indice F, l'effort maximal imposé à notre membrure, on va trouver facilement que l'aire de la section doit être supérieure ou égale à T indice F divisé par phi fois la contrainte admissible. Donc, dans ce cas-là, une fois qu'on a calculé l'aire de section, peu importe la forme de notre profilé, en autant que l'aire de section est suffisante, on va avoir une résistance à la traction adéquate. La deuxième option, c'est d'utiliser les tables de sélection qu'on a déjà pour les poteaux, mais en utilisant un élancement nul, c'est-à-dire une valeur de KL est égale à 0. Donc, si on consulte les tables de sélection pour les poteaux, on constate qu'on a toujours la première ligne du haut qui correspond à un élancement nul. Donc, lorsqu'on a un élancement nul, la résistance à la compression est égale à la résistance à traction du profilé. Dans ce cas-là, on va aller
on va aller dans nos tables de sélection avec un élancement nul. On va trouver un profilé où la résistance en compression P indice R est égale à la résistance en tension T indice R. Et on va s'assurer que cette valeur-là est supérieure ou égale à l'effort de tension dans notre membrure. Donc, le dimensionnement des membrures en tension se fait très simplement. Pour compléter cette présentation, nous allons faire 3 exemples de dimensionnement. Donc, le premier exemple que j'ai choisi concerne un système de contreventement en treillis. La figure illustrée à l'écran montre un système de contreventement en treillis en acier qui supporte des charges horizontales de vent. Dans ce cas-là, on constate que notre système de contreventement porte sur 4 étages et que chaque étage fait 4 mètres de hauteur. La largeur de notre système de contreventement est également égale à 4 mètres et on a une charge horizontale de 50 kN au toit et 3 charges de 100 kN au niveau des planchers. On va considérer que tous les assemblages sont rotulés et donc ce qu'on veut faire, si on veut choisir un profilé en acier pour les membrures qui forment notre treillis. C'est le problème qu'on veut résoudre. Notre contreventement est en fait un treillis isostatique, donc on aurait pu trouver les efforts internes à l'aide des conditions d'équilibre statique qu'on a vues dans la première partie du cours. Dans ce cas-là, on a préféré utiliser un logiciel de structure qui nous calcule ça automatiquement. Donc, le logiciel que j'ai utilisé, c'est le logiciel Dr. Frame 2D qui permet d'analyser des structures en 2 dimensions. Ce logiciel-là est disponible aussi si vous voulez l'utiliser. Vous pouvez y accéder sur le serveur de l'école au même endroit que le Dr. Beam Pro. Il est fait par le même éditeur en fait. Donc, la figure qui est illustrée ici à l'écran nous donne les efforts axiaux dans chacune des membrures tels qu'ils ont été obtenus en utilisant le logiciel Dr. Frame 2D. Sur l'illustration, les membrures en rouge sont sollicitées en compression et celles en bleu sont sollicitées en tension. Donc, à partir de cette illustration-là, on va trouver la membrure la plus sollicitée en compression. Donc, on s'aperçoit que la membrure qui est la plus sollicitée en compression, c'est la membrure diagonale à la base du treillis. Donc, on constate, si vous regardez sur l'illustration, on a un effort de compression PF qui est égal à 495 kN. Dans ce cas-là, la longueur de notre membrure, c'est la longueur de la diagonale. Donc, la longueur de la diagonale, c'est 4000 mm divisé par cosinus 45 degrés. C'est égal à 5656 mm qu'on va approximer par 5500 mm parce que nos tables de sélection sont faites par multiples de 500 mm. Et dans ce cas-là, comme notre membrure est rotulée aux 2 extrémités et ne peut pas se déplacer latéralement, la valeur de K va être égale à 1. On peut identifier aussi la membrure qui est la plus sollicitée en tension. La membrure qui est la plus sollicitée en tension, c'est la membrure verticale en bas à gauche de notre contreventement en treillis. Donc, sur la figure aussi, on voit que cette membrure-là est sollicitée avec une force de tension de 800 kN. Sur l'illustration, on voit également la déformation de notre treillis. Les lignes en noir représentent le profil de notre treillis déformé. Donc, on voit évidemment que sous l'action des charges, notre treillis se déplace vers la droite. Maintenant que l'on connaît les efforts maximaux dans notre treillis, on peut choisir un profil à partir des tables de sélection. Donc, nous avons reproduit ici en bas, à droite de l'écran, une partie des tables de sélection. Donc, on constate que pour la structure qui nous concerne, on a choisi d'utiliser un profilé 200 par 46. Donc, si on regarde l'encadré rouge en bas à droite de l'écran, on constate que pour une valeur de cohète de 5500 mm, le W200 par 46 a une résistance à la compression PR qui est égale à 708 kN, donc qui est supérieure à 495 kN, l'effort de compression maximal dans notre membrure. On remarque aussi que si on avait voulu utiliser le profilé plus petit, le profilé W200 par 42, à ce moment-là, on aurait une résistance en compression qui aurait été égale à 458 kN. Ça n'aurait pas été suffisant parce que c'est inférieur à 495. Donc, on peut aussi évaluer la résistance en tension de notre profilé. Donc, pour ça, on va aller dans notre tableau de sélection en prenant un élancement nul. Donc, c'est l'encadré rouge en haut, l'encadré rouge supérieur là, à l'écran.
Donc, on constate que pour un élancement nul, on aurait une résistance à la compression ou une résistance à la tension, c'est la même chose, de 1846 kN, ce qui est supérieur à l'effort de tension maximum qui est égal à 800 kN. On constate aussi, en regardant ces chiffres-là, que ce qui gouverne le choix de notre profilé, c'est les efforts de compression. On constate que les efforts de compression sont une condition plus sévère que les efforts de tension dans ce cas-là. On aurait pu, évidemment, comme les efforts varient dans chacune des membrures du treillis, on aurait pu choisir des grosseurs différentes pour chacune des membrures, mais pour des raisons de simplicité, on préférait uniformiser le tout puis utiliser la même grosseur de membrure pour toutes les membrures du treillis. Donc, notre choix s'arrête sur des membrures, sur des profilés en acier W200 par 46. Ce qui nous resterait à vérifier, c'est les déformations. Donc, si on vérifie la déformation horizontale maximale, si on rentre dans le logiciel Dr. Frame 2D, les propriétés géométriques du profilé W200 par 46, le logiciel va nous donner la déformation latérale maximale, et la déformation latérale maximale, évidemment, dans ce cas-là, va être située au sommet du treillis et elle va être égale à 21 mm. La déformation maximale de 21 mm nous serait donnée par le logiciel. On peut calculer la déformation maximale admissible. Si vous allez dans les podcasts précédents, vous allez voir que pour les déformations horizontales, généralement, le Code national du bâtiment nous demande de limiter les déformations horizontales à 1/500e de la hauteur du bâtiment. Donc, L sur 500. Dans ce cas-là, notre bâtiment fait 16 mètres de hauteur, donc on a 16 000 mm divisé par 500 mm. Ça nous donne une déformation horizontale admissible de 32 mm. Donc, puisque la déformation maximale de notre treillis, 21 mm, est inférieure à 32, la déformation admissible, donc ce choix est correct. Donc, on a fini, on a trouvé la solution qu'on voulait. On a trouvé que pour ce treillis-là, on pourrait choisir un profilé de W200 par 46 et que ça répondrait parfaitement aux exigences de résistance et de déformation de la structure. Comme deuxième exemple, nous avons choisi de considérer un système de contreventement en cadre rigide. Donc en fait, on a exactement la même structure que précédemment, qui est illustrée ici à l'écran. On a un système de contreventement qui résiste à des charges horizontales devant, mais dans ce cas-là, on a supprimé les diagonales qu'on avait précédemment et on considère qu'on a des assemblages rigides entre les poteaux et les poutres, à l'exception de l'assemblage au sol qui est rotulé. Donc, on va procéder de la même façon que précédemment. On va analyser notre structure pour choisir quel profilé en acier conviendrait pour réaliser les membrures de cette structure-là. Nous avons reproduit à l'écran les diagrammes d'efforts internes obtenus à partir du logiciel Dr. Frame 2D. Donc à gauche, on a le diagramme d'efforts axiaux où les efforts de tension sont représentés en bleu et les efforts de compression sont représentés en rouge. Donc on voit que l'effort de compression maximum est au niveau du poteau inférieur droit où on a un effort de compression de 800 kN. À droite, on a les diagrammes des moments fléchissants. Donc on voit que pour les poteaux, le moment fléchissant maximal est aussi donné pour le poteau inférieur droit où on a un moment de 700 kN/m. Dans le cas des poutres, la poutre sollicitée est la première poutre horizontale en bas. Donc cette poutre-là a un moment de flexion de 917 kN/m et un effort de compression qui est égal à 49,8 kN. Dans un premier temps, nous voulons choisir un profilé pour les poteaux. Donc, on constate que la membrure qui est la plus sollicitée est le poteau intérieur droit qui supporte, comme je le disais précédemment, une charge de compression de 800 kN et un moment fléchissant de 700 kN/m. Cette membrure agira donc comme un poteau-poutre car elle est soumise à des efforts combinés de compression et de flexion et la membrure sera orientée de manière à ce que son axe phare soit dans le plan du cadre rigide. Donc, si on regarde les valeurs de base qu'on a pour procéder au dimensionnement du poteau, on a que PF, qui est la force maximale de compression dans le poteau, est égale à 800 kN. On a que la valeur de MFX, c'est-à-dire le moment de flexion selon l'axe phare du poteau, est égale à 700 kN. MFY, le moment de flexion selon l'axe faible du poteau, est égal à 0 kN.
selon l'axe faible, on n'a aucun effort de flexion, on n'a que des efforts de compression. Pour les valeurs de L, ben dans ce cas-là, Lx est égal à Ly, c'est la hauteur d'un étage, donc c'est égal à 4000 mm ou 4 mètres. Pour les valeurs de K, si on regarde à l'écran la forme du poteau déformé, donc on voit que le poteau est rotulé à la base, qu'il est encastré à son sommet, mais qui peut se déplacer latéralement. Donc on a ici la déformation qui a été reproduite par le logiciel Dr. Frame 2D. Et à droite, j'ai mis un petit schéma qui montre en fait que si on prolonge cette déformation-là, le poteau va avoir la même déformation que si on avait un poteau qui était rotulé à ses deux extrémités sans déplacement latéral, mais qui était 2 fois plus long. Donc notre longueur équivalente va être égale à 2L, ce qui signifie qu'en fait notre valeur de K va être égale à 2. On aurait pu également consulter le tableau qu'on a présenté précédemment pour les valeurs de K. On aurait vu que dans ce cas-là, un poteau encastré à la base, un poteau, c'est-à-dire rotulé à la base, encastré à son sommet, mais dont le sommet peut se déplacer latéralement, bon, on a bel et bien une valeur de K égale à 2. Donc, si on calcule maintenant les lancements du poteau dans l'axe fort et dans l'axe faible, on va avoir la même valeur. On va avoir que Kx fois Lx est égal à Ky fois Ly, donc est égal à 2 fois 4000 mm. Ça nous donne une valeur de KL, une longueur équivalente de 8000 mm. Pour choisir un profilet approprié, je vais consulter les tables de sélection qui sont fournies. Donc, j'ai reproduit ici à droite de l'écran une de ces tables de sélection-là. Dans ce cas-là, comme j'ai à la fois de la compression et de la flexion, je ne peux pas faire un choix directement à partir des tables. Je suis obligé d'y aller par un processus d'essai-erreur. Donc, je vais faire quelques itérations. Je vais commencer par identifier un premier profilé. Je vais calculer sa résistance. Je vais regarder ce que ça donne. Si la résistance du profilé est insuffisante, je vais le grossir. Si elle est trop élevée, je vais le diminuer. Et je vais faire quelques essais comme ça, quelques itérations, jusqu'à ce que j'en arrive à un profilé que je vais considérer adéquat. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait. Après quelques itérations, mon choix s'est arrêté sur le profilé W310 par 158. Donc, pour ce profilé-là, si je regarde son comportement selon l'axe faible, selon l'axe faible, j'ai un élancement KLY qui est égal à 8000 mm. J'ai pas d'effort de flexion, donc j'ai uniquement un effort de compression. Si je vais dans le tableau, si vous regardez l'encadré rouge dans le tableau, pour une valeur de KL de 8000 mm, je vais trouver une résistance à la compression PRY de 2636 kN. Donc, cette résistance-là est bien supérieure à l'effort de compression maximal qui est appliqué sur le poteau, qui est égal à 800 kN. Donc, selon l'axe faible, j'ai une résistance à la compression largement suffisante. Selon l'axe fort, maintenant, pour pouvoir lire dans le tableau, comme j'ai déjà mentionné, le tableau est conçu pour donner la résistance en compression selon l'axe faible, parce que c'est le cas le plus fréquent. Maintenant, moi, je veux connaître la résistance en compression de mon profilé W310 par 158 selon l'axe fort. Donc, pour pouvoir utiliser les tables qui sont reproduites ici à droite de l'écran, je dois calculer une longueur équivalente. Donc, ma longueur équivalente, LE, est égale à KLX divisé par le rapport entre mes deux rayons de gyration, c'est-à-dire Rx sur Ry. Donc, si je fais ce calcul-là, je vais avoir que LE est égal à 2 fois Lx qui est égal à 4000 mm divisé par le ratio Rx sur Ry qui est égal à 1,76. Donc, ça me donne une longueur équivalente de 4544 mm. Ça signifie que si mon poteau avait ma résistance de mon poteau selon l'axe faible avec une longueur de 4544 mm, me donne exactement la même résistance que la résistance du poteau selon l'axe fort avec une longueur de 8000 mm. Donc, je vais aller dans mon tableau je vais arrondir, là, pour entrer dans mon tableau, je vais arrondir avec une valeur de KL de 4500. Donc, si je rentre dans mon tableau avec une valeur de KL de 4500, vous avez la valeur aussi qui est encadrée là, sur les tables de sélection, qui est encadrée en rouge. Donc, je vais trouver que PRX, la résistance en compression de mon poteau selon l'axe fort, est égale à 4729 kN. Au bas du tableau, je vais trouver également la valeur du moment selon l'axe fort. Donc, si vous allez en bas du tableau, dans la section en vert, l'avant-dernière ligne du bas, me donne la valeur de MRX, c'est-à-dire le moment
résistants selon l'axe fort du profilé. Donc, j'ai une valeur de MRX qui est égale à 829 kN/m. Si maintenant, je calcule mon équation d'interaction, je vais faire PF sur PR plus MF sur MR. Donc, ça, c'est égal. Dans ce cas-là, PF, c'est 800 kN. C'est la charge externe qui est imposée à mon poteau, divisé par 4729 kN, c'est sa résistance en compression selon l'axe fort, plus MF, qui est le moment appliqué à mon poteau, qui est égal à 700 kN/m, divisé par la résistance à friction de mon poteau, MR, qui est égal à 829. Donc, si je calcule ça, je vais trouver que c'est égal à 0,17 plus 0,84. Donc, c'est égal à 1,01. Normalement, je veux que ce soit plus petit, égal ou inférieur à 1. Dans ce cas-là, à 1% près, je considère que c'est correct. Je considère que 1,01, c'est à peu près égal à 1. Donc, mon poteau a une résistance suffisante. Si je regarde ça aussi, je m'aperçois que le ratio PF sur PR est égal à 0,17. Donc, ça signifie qu'en fait, mon profilé, mon poteau est sollicité à 17% de sa résistance en compression. Et le ratio MF sur MR est égal à 0,84, ce qui signifie que mon poteau est sollicité à 84% de sa résistance en flexion. Donc, dans ce cas-là, je m'aperçois que même si j'appelle ça un poteau, en fait, ma membrure est beaucoup plus sollicitée en flexion qu'en compression. Maintenant, je vais choisir un autre profilé pour les poutres qui forment mon cadre rigide. Donc, si je regarde les diagrammes d'effort interne que j'ai trouvés précédemment, on constate que le moment fléchissant maximum est égal à 917 kN et est obtenu dans la poutre en fait inférieure, la poutre du premier étage. Pour cette poutre, on a aussi un effort axial, un effort de compression de 49,8 kN. Mais si vous vous souvenez, à la page précédente, lorsqu'on choisissait un poteau, on avait des forces de compression qui étaient de l'ordre de plusieurs milliers de kN. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que 49,8 kN, c'est une valeur négligeable, en fait, qui ne va pas influencer le dimensionnement. Donc, pour faire le choix du profilé, il me reste maintenant à vérifier que les déformations de ma structure sont acceptables. Donc, dans le logiciel DrFrame 2D, je vais entrer les propriétés géométriques des profilés que j'ai choisis et je vais demander au logiciel d'analyser la structure et de me donner la flèche maximale pour les charges vives non majorées. Dans ce cas-là, le logiciel va m'indiquer que la déformation maximale est évidemment obtenue au sommet de mon treillis et que pour les charges vives non majorées, je vais avoir une déformation maximale qui va être égale à 69 mm. On se souvient que la flèche admissible était égale à 1/500e de la hauteur de notre structure, donc était égale à 32 mm. Donc, dans ce cas-là, je m'aperçois que la déformation de ma structure, 69 mm, est beaucoup plus élevée que la déformation admissible qui est égale à 32 mm. Donc, dans ce cas-là précis, je vais en conclure que mon cadre rigide est suffisamment résistant, mais qu'il est beaucoup trop flexible. Donc, pour avoir une déformation acceptable, je vais devoir augmenter la rigidité de ma structure en choisissant des membrures plus grosses. Après divers essais sur DrFrame 2D, j'ai arrêté mon choix sur le profilé suivant, qui en fait va être utilisé pour toutes les membrures verticales et horizontales. Donc, j'ai utilisé finalement un profilé de W760 par 185, qui est un profilé beaucoup plus gros, qui va me donner une flèche maximale qui va être égale à 31 mm, donc qui va être inférieure à ma flèche admissible de 32 mm. Vous me permettrez de profiter de l'occasion pour faire une comparaison entre le contreventement en treillis et le contreventement en cadre rigide. Donc, dans les deux exemples précédents, on étudiait exactement la même structure avec les mêmes charges. Dans le cas, on avait un contreventement en treillis, dans l'autre cas, un contreventement en cadre rigide. On constate que le contreventement en treillis est beaucoup plus efficace que celui en cadre rigide, car il nécessite des profilés beaucoup plus petits. Dans le cas du contreventement en treillis, j'ai des profilés W200 par 46, et dans le cas du contreventement en cadre rigide, j'ai des profilés W760 par 185. Donc, le contreventement en treillis représente une économie de matériaux de 75% dans ce cas précis, sans compter l'économie sur les assemblages qui sont beaucoup plus faciles à réaliser dans les contreventements en treillis, parce qu'à ce moment-là, j'ai des joints rotulés plutôt qu'avoir des joints rigides
comme dans le cas des contreventements en cadre rigide. Donc cet exemple-là me montre bien que lorsque je veux contreventrer un bâtiment en acier, les contreventements en treillis sont très largement supérieurs aux contreventements en cadre rigide. Ils sont beaucoup plus efficaces, même s'ils présentent des contraintes architecturales plus grandes à cause de la présence des diagonales. Comme dernier exemple de dimensionnement d'un poteau-poutre, j'ai choisi de vous présenter l'exemple de l'aéroport de Dulles. La figure reproduite à l'écran montre une photo de l'aéroport de Dulles construit à Washington par l'architecte Eero Saarinen. En fait, la toiture de cette structure est formée d'un voile de béton de 10 cm d'épaisseur qui est supporté par des câbles en acier qui sont eux-mêmes accrochés à des poteaux inclinés. Donc, on voit aux deux extrémités du bâtiment les poteaux inclinés qui sont des poteaux très massifs en béton. On voit d'ailleurs sur les photos ici des détails de la structure. Donc, sur la photographie à gauche de l'écran, on voit ces poteaux-là inclinés qui sont très massifs. Comme je le disais, c'est des poteaux en béton qui sont vraiment très massifs parce qu'ils supportent des efforts importants. En haut à droite, on a une vue en coupe de l'aéroport qui montre bien nos deux poteaux inclinés avec le câble qui est attaché au poteau qui soutient le voile de béton. En bas à droite, on voit aussi une autre photo qui nous montre le poteau incliné, qui nous montre le voile de béton en construction avec le câble qui vient s'accrocher là, au sommet des poteaux. Pour les besoins de l'exercice, nous allons dimensionner les poteaux qui soutiennent la toiture de l'aéroport, mais nous allons remplacer le béton, dans ce cas-là, par des poteaux qui seraient construits en acier. Donc, on a reproduit ici à l'écran une vue en coupe de la structure de la toiture. On y voit les câbles qui sont accrochés à nos deux poteaux inclinés et on voit que la toiture a une portée totale de 65 mètres. Les poteaux sont eux-mêmes espacés à une distance de 6 mètres centimètres dans la direction perpendiculaire à l'écran. Donc, la première étape, comme toujours, c'est d'évaluer les charges mortes qui vont être appliquées sur notre toiture. Dans ce cas-là, notre toiture est constituée d'un voile de béton de 10 cm d'épaisseur. Donc, le poids du voile de béton va être égal à la masse volumique du béton, 24 kN par mètre cube, fois l'épaisseur du voile, 0,1 m, qui vont nous donner une charge de 2,4 kN par mètre carré. À ça, on va ajouter le poids de la membrane imperméable, que nous estimons à environ 0,3 kN par mètre carré, et le poids des éléments de mécanique, qui dans ce cas-là, on estime également à environ 0,3 kN par mètre carré. Donc, ça nous donne une charge morte totale, W indice D, qui est égale à 3 kN par mètre carré. En ce qui concerne la charge vive, on considère qu'à Washington, il n'y a pas ou peu de neige, donc les charges de neige sont très faibles. Donc, on va prendre la charge minimale qui est définie par le Code national du bâtiment pour une toiture. Donc, si vous consultez le tableau approprié dans le podcast qui concerne le calcul des charges, vous allez trouver que pour une toiture, le Code nous demande d'utiliser une charge minimale, une charge vie minimale de 1 kN par mètre carré. Donc, c'est la charge qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Donc, notre charge totale majorée, W indice F, va être égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, 1,25 fois 3 kN par mètre carré plus 1,5 fois 1 kN par mètre carré, ce qui nous donne une charge totale pondérée de 5,25 kN par mètre carré. Comme nos poteaux sont espacés à 6 mètres centimètres, chaque système de câbles appuyé sur des poteaux va reprendre une charge linéaire qui va être égale à 5,25 kN par mètre carré fois 6 mètres, la largeur tributaire. Donc, ça va me donner une charge. Nous allons maintenant nous intéresser au poteau qui est le plus sollicité, qui est le poteau le plus long, c'est-à-dire celui qui est situé à l'extrémité droite de la structure. Donc, nous avons reproduit ici à l'écran une représentation schématique du poteau. On sait que ce poteau-là va soutenir le câble et on sait également qu'au point d'attache entre le câble et le câble fait un angle de 22 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, ici à l'écran, on a représenté l'effort de traction dans le câble par le vecteur ici illustré en rouge qui représente l'effort de traction maximale dans le câble qu'on va appeler P indice F. C'est l'effort de traction dû à la charge totale pondérée.
Et cet effort-là, on pourrait aussi le décomposer en deux composantes, une composante horizontale P indice H, une composante verticale P indice V, qui sont représentées par les deux vecteurs en bleu à l'écran. Donc, on connaît la charge qui est reprise par nos câbles. On sait que chaque câble reprend une charge verticale de 31,5 kN par mètre linéaire. Donc, dans ce cas-là, à chaque extrémité du câble, on connaît les réactions d'appui. Donc, la réaction d'appui va être égale à la moitié de la charge totale. Donc, on va avoir une réaction d'appui qui est égale à 31,5 kN par mètre fois 65 mètres, la portée de notre câble divisé par 2. Donc, à chaque extrémité de notre câble, on va devoir reprendre une force verticale qui est égale à 1024 kN. Donc, ça correspond à la composante verticale de notre effort là, de traction dans notre câble. Donc, ça correspond à la valeur de P indice V. Donc, on peut trouver facilement dans ce cas-là la valeur de P indice F, c'est-à-dire la tension maximale dans le câble. La tension maximale dans le câble par géométrie, on va trouver que c'est égal à 1024 kN, la composante verticale, divisé par le sinus de 22 degrés. Donc, ça va nous donner un effort de traction maximal dans le câble qui est égal à 2733 kN. On pourrait également décomposer la force de traction dans notre câble de façon différente. C'est ce qu'on a illustré ici sur la figure à droite de l'écran. Donc, on a toujours notre effort de traction qui est égal à 2733 kN dans notre câble. Mais cet effort-là, plutôt que de le décomposer en une composante horizontale et une composante verticale, on pourrait le décomposer en une composante qui est parallèle à l'axe du poteau et une composante qui est perpendiculaire à l'axe du poteau. Donc, ça nous donne deux composantes orthogonales. Dans ce cas-là, on sait également que l'angle entre le câble et l'axe du poteau est égal à 35 degrés, comme on voit ici sur l'illustration. Donc, notre force résultante dans notre câble de 2733 kN, on pourrait la décomposer en deux composantes. À ce moment-là, on trouverait que la composante qui est parallèle à l'axe du poteau est égale à 2239 kN et que la composante qui est perpendiculaire à l'axe du poteau est égale à 1568 kN. Donc, si on regarde au niveau de l'appui, comme la sommation des forces verticales doit être égale à 0 et la sommation des forces horizontales doit être égale à 0, ces forces-là vont être transmises directement à l'appui, ce qui veut dire qu'au niveau de l'appui, en bas du poteau, comme on voit ici illustré à l'écran, on va avoir un effort de compression dans le poteau qui va être égal à 2239 kN, et on va avoir un effort perpendiculaire qui va être en fait un effort tranchant qui va être égal à 1568 kN. On va également avoir à la base du poteau un effort de flexion important. En effet, si je regarde par rapport au centre du poteau, au niveau de l'appui au sol, je constate que ma force résultante dans mon câble de 2733 kN a une excentricité importante. J'ai représenté graphiquement sur l'écran l'excentricité de ma force, donc c'est la distance entre une ligne qui est située dans le prolongement de ma force de traction de 2733 kN et le point d'ancrage du poteau. Donc, si je mesure ça à l'échelle, je vais trouver que dans ce cas-là, ma force de 2733 kN a un bras de levier de 13 kN par rapport au point d'appui du poteau au sol. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'appui au sol, je vais également générer un moment de flexion, un moment de flexion important qui va être égal à la tension dans mon câble, 2733 kN fois son bras de levier, 13 mètres. Donc, ça va me donner un moment de flexion de 35 530 kN/m parce que mon poteau est encastré dans le sol. Donc, j'en conclus que mon poteau va devoir résister à la fois à un effort de compression de 2239 kN et à un effort de flexion de 35. Je peux donc maintenant définir les propriétés de mon poteau selon les deux principaux axes. Donc, si je commence selon l'axe phare,
je trouve que selon l'Axfar, mon poteau est soumis à une charge externe de compression de 2239 kN et un moment de flexion de 35 530 kN. Dans ce cas-là, mon poteau est encastré à la base et libre au sommet, donc la valeur de K va être égale à 2. Et la longueur de mon poteau, on le voit illustré ici à l'écran, mon poteau va avoir une longueur de 21 mètres. Selon l'axe faible, mon effort de compression va toujours être égal à 2239 kN. Dans ce cas-là, je n'aurai pas de moment de flexion. Mon moment de flexion va être nul dans la direction perpendiculaire à l'écran. Ma valeur de K est toujours égale à 2. J'ai les mêmes conditions, encastré à la base et libre au sommet. Et ma longueur de flamin est toujours la même, est toujours égale à 21 mètres. Maintenant, il me reste seulement à choisir des dimensions pour mon poteau. Dans ce cas-là, étant donné la hauteur de mon poteau et étant donné l'ampleur des efforts qui sont appliqués, je ne peux pas utiliser les tables de sélection des profilés standards. Je ne peux pas utiliser un profilé standard. Je dois concevoir un profilé sur mesure. Donc, pour ce cas-là précis, j'ai choisi d'utiliser un profilé de forme tubulaire. Donc, je vais utiliser la feuille de calcul qui est prévue à cet effet, qui est disponible sur le site de cours. Donc, j'ai reproduit ici, en haut à droite de l'écran, la feuille de calcul. Donc, je vous rappelle que sur cette feuille de calcul-là, les cases en jaune représentent les valeurs qu'on doit rentrer dans la feuille de calcul et les cases en rose représentent le résultat des calculs. Donc ici, je dois rentrer les valeurs. Je vais commencer par rentrer les propriétés de l'acier. Donc en haut à droite de l'écran, j'ai les propriétés de l'acier. Donc je vais rentrer la valeur de la résistance de mon acier, Fy, qui est égal à 350 MPa pour l'acier de charpente usuel, ainsi que le module d'acide de l'acier, qui est toujours égal à 200 GPa. Dans la partie gauche du tableau, la partie centrale, les cases jaunes dans la partie centrale, vont me donner les propriétés géométriques du poteau. Donc, je vais rentrer la hauteur de mon poteau selon l'axe fort et l'axe faible. Dans ce cas-là, selon les deux axes, je vais avoir une longueur de 21 mètres. Et je vais rentrer la valeur K, le coefficient K qui est lié aux conditions de retenue, qui est aussi le même pour ce cas-là dans les deux axes, comme on a vu précédemment, qui est égal à 2. Donc, je vais rentrer K est égal à 2 selon l'axe fort et selon l'axe faible. En bas à droite, j'ai dans les cases en rose les résultats obtenus. Donc, je vais vérifier selon les deux principaux axes. Je vais commencer selon l'axe fort, donc c'est ce qu'on a à l'écran ici. Selon l'axe fort, ma feuille de calcul me donne que la résistance en compression, P, R indice X, est égale à 56 349 kN et que mon moment résistant en flexion, M indice R, X, selon l'axe fort, va être égal à 38 949 kN/m. Donc, si je fais mon équation d'interaction, je vais calculer PF sur PR plus MF sur MR. Donc, PF sur PR, ça va me donner 2239 divisé par 56 349, plus MF sur MR qui donne 35 530 sur 38 949. Donc, ça me donne en fait 0,04 plus 0,91, donc ça me donne au total une valeur de 0,95. C'est inférieur à 1, donc mon profilé est suffisamment résistant. Dans ce cas-là, la valeur de 0,95 signifie que mon profilé est sollicité à 95% de sa résistance, donc je pourrais diminuer encore un petit peu les dimensions si je voulais. Et je constate aussi que la valeur de PF sur PR est égale à 0,04, ce qui signifie que mon poteau n'est sollicité qu'à 4% de sa résistance à la compression. Par contre, la valeur de MF sur MR est égale à 0,91, ce qui signifie que mon poteau, ma membrure est sollicitée à 91% de sa résistance en flexion. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'un poteau-poutre, mais je constate que ma membrure est beaucoup plus sollicitée en flexion qu'en compression. Donc, en fait, ma membrure travaille beaucoup plus comme une poutre que comme un poteau. Je vais vérifier aussi que ma résistance est adéquate selon l'axe faible. Donc, selon l'axe faible, la feuille de calcul me donne une résistance en compression, PRY, qui est égale à 3407 kN. Dans ce cas-là, selon l'axe faible, je n'ai pas d'effort de flexion, donc mon MFY est égal à 0. Donc, je n'ai pas à me soucier des efforts de flexion, je vais uniquement considérer les efforts de compression. Donc, ma résistance en compression de 3407 kN est
supérieur à mon effort qui est appliqué de 2239 kN. Donc, je vais en conclure que mon profil est adéquat. Donc, c'est-à-dire que pour cet exemple-là, pour soutenir ma toiture, je pourrais utiliser des poteaux en acier qui auraient une forme profilée, comme on vient précédemment, et qui ont une dimension maximale à la base qui est égale à 300 mm de large par 3500 mm d'épaisseur, des profilés tubulaires en acier construits avec des plaques d'acier qui feraient 25 mm d'épaisseur. Donc, ça conclut ce module sur les poteaux. Je vous remercie de votre attention.